de toi, Seigneur Jésus, tu serais dans ma vie. Dis-moi. J'ai si besoin de toi, papa, Yahvé, j'ai du vœu dans mon cœur. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Yeah. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Bonsoir. Vous êtes au vendredi de la culture qui commence de toi. Dans ma famille, j'ai si besoin de toi. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Que ton règne Viens, bonsoir, mes good people. Bonsoir, les. Bonsoir, Georges Kwaku. J'ai si besoin de toi. Zaïbo Martial d'Arimaté. Georges Kwaku. Gisèle Amon, de toi. Et nous commençons avec Nestor David, Guy Liberté Personne. Merci. Aman Adejaka, Bénédiction Leiri, Maxtique Arsène Sosten, Ruby Maï, Maxtique. Yeah! Dans ma vie, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Mamelo choisi de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Babouran Maliassi, Arsène Sosten. Bonsoir tout le monde, je vous salue. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire des vendredis de la culture. Nicole Williams, bisous, merci. On dit la Satan, laisse-moi. Satan, laisse-moi. Laissez-moi. 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 Va loin. Omana Aboubaga Sidik. Zaïbo Martial d'Arimaté. Bonsoir. J'ai dit bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Christine. Toti Bénédiction. Jean-Charles. J'ai tout accompli. J'étais Satan. Brice Yolande. Tien arrobase. Jocelyne Winmouse. Arrière de moi. Max Samson, Cayenne. J'ai dit ton nom, Maïmouna Rosalie Kamboutra, ma chérie. Nicole Williams, Bessie. Jade Ozizi, ma petite soeur. Marietta Mouzou-Kassi, ma petite soeur. Ouais. C'est Jésus, hein?
Pardon, mets ça là-bas s'il te plaît chez toi. Jean-Charles Sabatier. Bonne arrivée, Olivier Nyawa. Bon retour. Bonsoir. Rodrigue Wakiri. Abdoulaye Demetola Fofana. Yeah. Ah bon, tu es là-bas? Est-ce que tu as la possibilité de faire le truc, Olivier? Non, ça là, on peut pas. Il faut que je mette pour vous saluer encore. Jado Zibi, merci pour toutes les fleurs. Ake Adja. Amen. Saïd Moroko Traoré. Bonsoir. On démarre avec Nestor David. Maman Anicette, bonsoir. Oui. Maman Anicette, bonsoir, j'applaudis aussi. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Partagez le direct. Partagez, mettez des cœurs. Nous sommes au vendredi de la culture. C'est un rendez-vous que tout le monde... Oui, Marita, Jésus. Ah! Sorry, Trezeguet, Koné, yeah. Arsène, Sosten. Oui. J'ai si besoin de toi. Bahia, Tanas, Piero, Nagnon, comment ça va? Samson Maya. Matt Bateau, bonsoir. Doumbia. Bonsoir, Madine Kessé. Emmanuel Wagnou. Je vous salue tous. Viens dans ma vie. Mais je ne sais pas comment mon truc est, hein? Vraiment, je ne sais plus. Hein? En tout cas, nous parlons de culture. Comme tous les vendredis, nous parlons d'art, point d'art, ça passe vite. Dédé Aya, Alexis Trezeguet, bon. Dans ma vie. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas mon... Salut Doumbia. Clarisse Patricia Berry. Amen. Yeah. Bonsoir, Nadine Kessé. Emmanuel Wagnou. Je vous salue tous. Francine Kwame, Michel Goulei, bonsoir. Je vous salue parce qu'après je ne saluerai plus. Laissez-moi, 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 laissez-moi. Tokos, bonsoir. Est-ce que le son est bon, le volume est bon? Tokos, c'est Chantal Taïba. Georgette Seri, merci beaucoup. Bélia Géraldine Ouraga, Estelle C, épouse, c'est passé. Bonsoir. Faut pousser Satan. Francine Kwame, bonsoir. Yeah. Merci Vesti. Celle qui m'a habillée pour ce soir,
Elle s'appelle Nicole Tegalo. Très faux, bonsoir. Nicole Tegalo, bonsoir. Ouh, et merci. Ça y est, Gozo, Patrice, Carmel, bonsoir Estelle, c'est épouse Kwasi, Bella Géraldine Ouraga, Askia Mohamed, bonsoir. Ouh. Voilà. Et donc, nous avons commencé avec Nestor David. C'est toujours important, hein? C'est très important de commencer notre rendez-vous par une louange, une adoration, rendre gloire à Dieu. C'est toujours très, très, très important. Bonsoir, bonsoir, bienvenue au Vendredi de la Culture. Et avant de commencer, je voulais vraiment vous saluer encore, Oula Noan, bonsoir. Vous saluer encore, Maman Anicette. Et rendre hommage à un grand artiste qui nous a quittés cette semaine, le 8 décembre dernier. Ça fait 40 ans qu'il est décédé, c'est John Lennon. John Lennon qui était le lead vocal du groupe les Beatles et qui a été assassiné à New York il y a 40 ans exactement, le 8 décembre 1980. Lui-même avait 40 ans, donc s'il avait vécu, il aurait eu 80 ans aujourd'hui. Mais l'âme ne meurt jamais, donc nous disons qu'il repose en paix, que son âme repose en paix. Afo Asumou, bonsoir. Et Nicole Tegalo, tu as vu, hein? Merci beaucoup. C'est toi qui m'as habillé, merci. Et l'âme ne meurt jamais, donc nous disons qu'il repose en paix. Et voilà, à tous ses fans, à tous les gens, depuis qu'il est mort, depuis 40 ans, il est toujours là, dans la mémoire des gens. Il continue à vendre, on continue à vendre ses albums à titre posthume et c'est une très bonne chose. Ça veut dire que l'art ne meurt jamais. Je voulais aussi saluer la mémoire d'un autre artiste. Lui, c'est un acteur, il était catcheur. Il s'appelait Tommy Lister Jr. Il s'est éteint à l'âge de 62 ans aujourd'hui. Il était appelé Zeus et il avait tourné dans des films tels que Friday, mais il avait aussi tourné dans Le Cinquième Élément, le Cinquième Élément avec le film de Besson. Et donc, voilà, il est décédé aujourd'hui et nous disons condoléances aussi. On se souvient, on dit toutes nos condoléances à sa famille. Et là encore, nous disons que l'art ne meurt jamais. Voilà. Nous parlons donc de culture. Je voulais dire que le vendredi dernier, on a vraiment fait une émission qui a eu une forte audience. On a dépassé les 50 000 vues. On était dans les 54 000 vues. Mais c'est parce que nous avions parlé du problème de iodé et sirop. Donc, ce n'était pas le public habituel que vous êtes, c'est-à-dire les amis de la culture, ceux qui sont là tout le temps, ceux avec qui nous cheminons, ceux avec qui nous sommes en train de bâtir une communauté des amis de la culture. Voilà, il y avait de tout dedans. Il y avait des gens qui aiment bien les clashs, qui aiment bien les buzz, qui aiment bien, voilà. Or, je dois préciser que les vendredis de la culture, c'est pas un lieu de clash, c'est pas un lieu de buzz, c'est pas ça du tout. Voilà, mais je les salue. Je sais qu'ils ne seront pas là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de clash, hein. Il n'y a pas de choses à régler. Voilà, donc ils ne seront pas là. Mais vous êtes là et je veux saluer tous ces fidèles que vous êtes et qui êtes là tous les samedis. C'est pas évident, tous les vendredis, c'est pas évident d'être là chaque semaine. C'est pas évident d'aimer la culture. C'est pas évident d'être ami de la culture. Et Jean Crépin Gbadier, merci, bonsoir. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que vous avez encore plus de valeur à mes yeux, parce que c'est facile d'aller sur des vidéos où il y a des clashs, où on s'insulte, où on dit des choses. Ça a des milliers, des millions de vues, des milliers de vues. Voilà. Non, je n'ai pas à Saint-Sosten, j'ai pas mis la photo sur. J'ai la photo, mais j'ai pas mis sur l'autre téléphone, donc désolé. Je n'ai pas. Oui, c'est vrai, j'aurais dû montrer ça, mais bon, c'est Toko, c'est Chantal Taïba qui m'a envoyé la nouvelle tout à l'heure, même avec la photo, mais je n'ai pas pensé à mettre sur l'autre téléphone
pour vous montrer et j'en suis vraiment désolée. Alors, je voulais redire que la culture, c'est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à chaque groupe humain, propre à chaque civilisation. Et la culture se transmet socialement et de génération en génération. Mais que ce soit dans nos pays où la culture est foulée aux pieds, où elle n'est pas considérée, elle est inconsidérée et avec elle les artistes, les faiseurs de culture sont inconsidérés, que ce soit dans ces pays-là ou en Occident où la culture est à la première place de tout développement de société, les artistes, les créateurs, les intermittents du spectacle, tout ce monde-là, voilà, un artiste, il peut être parfois excessif, impertinent, souvent irrévérencieux même, provocateur, mais toujours insoumis. Un vrai artiste est toujours insoumis. Et là, malgré tout ce que je cite là et d'autres choses qu'on peut dire des artistes, l'art est sacré. Et on ne touche pas à cette sacralité. C'est-à-dire que l'art est sacré. Et donc, on ne touche pas à cette sacralité. Ça veut dire qu'on ne touche pas aux artistes. Ça veut dire qu'on n'arrête pas un artiste, on ne met pas un artiste en prison pour ses idées, pour sa création. Non. Ça, une société qui se respecte ne le fait pas. Une vraie société ne le fait pas. Voilà, je voulais préciser cela. Et ce soir, je ne vais pas parler de ce dont on a parlé la semaine dernière, mais je voulais, pour étayer ce que je viens de vous dire, vous présenter 4 artistes, 4 créateurs qui, dans leur parcours, ont été des artistes qui ont dénoncé. Parce que là, à ça aussi, Elko Salenko, comment ça va mon fils? Meïel de Dieu, bonsoir. Là, il dénonce. L'artiste, il dénonce. L'artiste, il met le doigt sur ce qui ne va pas dans la société. Parce que la culture, là, n'est pas seulement divertissement. L'art est dénonciation, l'art est moral, l'art est spirituel. On va le voir au fil de, voilà, de tout ce que je vais vous présenter. Le premier artiste avec qui nous allons commencer, il s'appelle Émile Zola. Je vous en avais parlé déjà une fois. Émile Zola, il était écrivain et journaliste français, né le 2 avril 1840. Donc vous voyez, ça remonte à Paris. Et il est mort le 29 septembre 1902 dans la même ville de Paris. Romancier populaire, publié, traduit, commenté dans le monde entier. Ce qui a marqué les mémoires, c'est l'engagement de Émile Zola dans l'affaire Dreyfus, avec la publication en 1898 dans le quotidien L'Aurore d'une lettre ouverte intitulée J'accuse, qu'il a adressée au président de la République qui s'appelait Félix Faure. Alors, qui était Albert Dreyfus? Je dis encore que ça, ce n'est pas un espace de buzz ou de palabres. C'est un espace pour apprendre, pour échanger. Et je veux que ça, ce soit clair. Et donc, on peut être 10 et c'est bon. On avance ensemble. On ne cherche pas, voilà. Je veux que ça soit précis. Qui était Albert Dreyfus pour qui Émile Zola s'est tellement engagé? Eh bien, Albert Dreyfus, il était né en 1805, il a vécu de 1859 à 1935. C'était un officier de l'armée française, il était d'origine alsacienne et de confession juive et il a été la principale victime d'une affaire judiciaire qui s'est passée. C'est qui a eu lieu entre 1894 et 1906 dans un contexte particulier puisque au moment de cette affaire, l'Alsace, en France, l'Alsace était allemande. Elle appartenait à l'Allemagne depuis déjà 1871. Donc, l'affaire Dreyfus a duré 12 ans. Et c'est un scandale qui a mêlé erreurs judiciaires, antisémitisme et déni de justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Albert Dreyfus est accusé d'espionnage en faveur de l'Allemagne, donc de l'ennemi, de trahison donc. Et malgré son innocence, malgré qu'il n'ait rien fait, le conseil de guerre le condamne quand même lourdement après un procès truqué. Vous savez, des procès truqués, ça ne date pas d'aujourd'hui, avec des pièces falsifiées dans le dossier d'accusation. Le 5 janvier 1895, Albert Dreyfus perd son titre de capitaine dans la cour d'honneur de l'école militaire à Paris devant
4000 soldats et 20 000 civils. Quelle humiliation, quel déshonneur. Ensuite, il est emprisonné à perpétuité, c'est-à-dire qu'il est déporté dans un bagne à l'île du Diable, c'est en Guyane, puisque la Guyane est française. Donc, on l'emmène là-bas et il est déporté. Et vraiment, le vrai coupable avait été découvert en 1896. Il s'agit donc du commandant Esterhazy, mais l'armée refuse par orgueil, l'armée refuse de se dédire, de se contredire en ouvrant un autre procès. Donc l'armée préfère condamner un innocent plutôt que de refaire le procès et de dire la vérité, la justice. Mais c'est là qu'un artiste, un écrivain, se lève contre cette injustice. Il s'appelle Émile Zola. C'est un écrivain qui est connu, qui est renommé, mais c'est un artiste. Donc, il risque beaucoup de choses. C'est là où je vous parle du rôle dénonciateur de l'artiste. Il se lève et il adresse une lettre ouverte au président de la République dans un journal qui s'appelle L'Aurore. Et cette lettre va constituer un tournant décisif dans l'affaire Dreyfus. Oui, vous avez étudié ça en Angelo de Lille, c'est bien. Dans l'affaire Dreyfus, c'est un tournant décisif parce qu'à ce moment-là, la France est divisée. Il y a les Dreyfusards, ceux qui sont pro-Dreyfus, et les anti-Dreyfus. Mais c'est une affaire qui prend une ampleur presque mondiale même. Et il adresse ce courrier au président Faure. Et je vais vous lire quelques extraits de cette lettre qui est mondialement connue, qui s'appelle « J'accuse ». Il commence d'abord par saluer le président. Oui, vous êtes un bon président, vous avez mérité ceci, vous avez fait de bonnes choses. Mais voilà l'affaire, une affaire qui se passe. Il dit, je vais lire, un conseil de guerre vient par ordre d'oser acquitter un Esterhazy, soufflet suprême à toute vérité et à toute justice. La vérité, je la dirai, car j'ai promis de la dire si la justice régulièrement saisie ne la faisait pas, pleine et entière. Mon devoir est de parler. Je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expire là-bas, dans le bagne en Guyane, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. Et alors, il commence la liste des j'accuse. La liste des j'accuse. Il dit, j'accuse le lieutenant-colonel du parti de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'horreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu coupable, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Biot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse le général de Boisdeffre et le général Gonze de s'être rendus complices du même crime. J'accuse le général, mais il accuse toute l'armée. C'est un niveau d'accusation où lui-même là, sa vie est en danger. Il dit, j'accuse les 3 experts en écriture, les sieurs Bellhomme, Varinard et Couard, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable pour égarer l'opinion. Et il continue. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Nina Yvette, épouse Nyapa, bonsoir. Merci. Il dit, j'accuse le premier conseil de guerre d'avoir violé, d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je n'ai rien contre eux, ni rancune, ni haine. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme, signé Émile Zola. C'est grandiose. C'est grandiose. Il faut chercher cette lettre, il faut la lire. Et cette lettre-là, cette lettre ouverte, elle va faire l'affaire. Le procès va être repris.
Et le capitaine Dreyfus, il va être acquitté. En 1906, il est innocenté par la Cour de cassation. Il est réhabilité et il réintègre l'armée au grade de commandant et il participera après à la Première Guerre mondiale. Albert Dreyfus vivra longtemps et puis il mourra en 1935. Mais ça, c'est l'œuvre d'un artiste. C'est ça un artiste. Un artiste, il ne peut pas laisser passer une injustice. Donc, on ne peut pas... Mais Émile Zola, on l'a accusé, il a dû partir en exil à Londres. Il est revenu après. Mais je veux dire, les risques qu'il a pris, c'est un artiste. Un artiste engagé. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'art. Il y a plusieurs niveaux de création. Il y a l'art pour divertir, pour s'amuser. Et puis, il y a l'art pour faire réfléchir, pour éveiller les consciences. Je voulais vous parler de ça. Nous allons faire une petite pause en musique. Et je vais vous proposer une artiste. Je suis sûre que, je ne sais pas, si vous allez savoir qui c'est, je ne sais pas. Mais, je vais vous la proposer. Elle est où? Elle est ghanéenne. Elle s'appelle Asabia. Christiane Maé, bonsoir ma chérie. Asabia Cooper. Elle était en Côte d'Ivoire et elle a chanté cette chanson. Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir. Wamaya. Je vous la propose. Olivier Nyawa, merci. Tu as fait le truc, Olivier? Marie-Justine Bagnon. Olivier Nyawa. Salut Solange, hein? Madame Charles Blé-Goudé, avec qui tu es. Fatim le Diamant. Yeah! Mais Nicole Williams, toi tu connais tout le monde, hein, Bestie? Hein? Georges Kwaku, je te dédie cette chanson. Merci Olivier. Et je salue le Ghana. Oui, c'est ça, elle jouait d'un instrument. À la flûte. À Saint-Sosthène, lui connaît tout. Il dit elle jouait la flûte. Oui, c'est vrai. Namassé Diomandé, bonsoir. Dudi, bonsoir. Et je salue tout le Ghana. Je salue vraiment toutes nos familles qui sont au Ghana. Hein? Mère Upi, je te salue. Mère Upi, elle est Marie-Patrice Gago, elle s'appelle. Elle est Princesse Nakilili, bonsoir. Elle est réalisatrice. Et là, elle a créé un festival en ligne du fait du Covid-19. Tous les festivals sont un peu reportés. Et elle a créé un festival en ligne avec des amis à elle. Et mon film est en liste là-bas sur ce festival aussi. Je te salue, je salue ta soeur, Gado, je salue Léa, je salue Marc et tous ceux qui sont au Ghana. Merci Doudi. Yeah! C'est vrai, hein? Elko Salenko. Merci. Ah, Christiane Maé danse bien. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Niepo Alexis. Geneviève Manzan Sonia. Voilà, c'était donc Asabia Cooper qui nous chantait Wamaya. Et nous allons évoluer. Nous allons évoluer. On a parlé donc de Émile Zola. Nous arrivons à un artiste que nous connaissons, que vous connaissez tous, c'est Bob Marley. Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, né le 6 février 1945 à Nine Miles, en Jamaïque. Auteur, compositeur, interprète, musicien, à la tessiture de voix ténor, il était ténor. Il rencontre de son vivant un succès mondial avec plus de 200 millions de disques vendus.
Et il reste à ce jour le musicien le plus connu du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire avec son groupe The Wailers. Alors, il est mort le 11 mai 1981 à Miami, aux États-Unis, d'un cancer généralisé. Mais le reggae est une musique de combat. Le reggae défend la cause des imprimés. Le reggae défend les plus faibles. Bob Marley devient une icône du mouvement Rastafari. Il est considéré comme un symbole mondial de la culture et de l'identité jamaïcaine, tout en plaidant également pour le panafricanisme. Vous vous souvenez de sa chanson Zimbabwe? Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de Bob Marley? Bob Marley a participé à de grandes causes dans son pays. Le 3 décembre 1976 à Kingston, la capitale jamaïcaine, Bob Marley doit participer à un grand concert gratuit de réconciliation en plein air à la demande du premier ministre jamaïcain d'alors qui s'appelait Michael Manley. Mais Bob Marley échappe parce qu'il y a des gens qui sont contre ça. Bob Marley, ce n'est pas parce qu'il aime le premier ministre, mais lui, il veut que son pays soit réconcilié. Donc, il dit qu'il va participer. Et donc, Madou Michael, ça va? Rudy, merci beaucoup. Doudi, pardon. Et donc, là, avant le concert, Bob Marley est attaqué. Il échappe à une fusillade déclenchée à son domicile par 6 hommes armés. Lui, sa femme Rita Marley et Don Taylor, son manager américain, sont gravement blessés. Mais Bob Marley ne s'arrête pas. 2 jours après l'attentat, qui a failli lui coûter la vie, il participe comme prévu au concert qui s'appelle Smile Jamaica, Souris Jamaïque. Parce que c'est un concert pour régler les histoires. Oui, le moyen est là, Olivier. Oui, donc voilà, les gens... Tu as pu mettre là-bas, Olivier, s'il te plaît? Et donc, il participe à ce concert, malgré qu'il soit blessé, que sa femme soit blessée, que son manager... Il dit, lui, il faut qu'il participe. Et les journalistes lui demandent, mais pourquoi il tient tellement à jouer alors qu'il est blessé? Ibrahim Bakayoko, merci. Alors qu'il est blessé et qu'il aurait pu mourir, pourquoi il tient à participer? Voilà la réponse de Bob Marley. Il dit, mais les gens qui rendent ce monde mauvais là, ils ne prennent jamais de congé. Donc pourquoi moi je vais prendre congé? Je suis blessé, mais je vais jouer. Et Bob Marley, il vient et il joue. Il joue. Mais là, je vous ai dit que le reggae est une musique de combat, mais le reggae est aussi une musique spirituelle. C'est une musique qui parle de Dieu. C'est une musique qui parle de Dieu. Et donc, attendez, je me retrouve un peu parce que je suis en train de... Voilà, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et donc, Bob Marley, il participe. Donc, c'était un artiste engagé. Quand il y a eu des soucis au Zimbabwe, pour l'indépendance du Zimbabwe, il est venu jouer, il est venu se battre. Il était sur tous les grands fronts, il était là. Attendez, il y a quelqu'un qui fait la publicité de... un marabout qui fait sa publicité là, voilà, tu es vaincu. Je l'ai bloqué. Voilà, Uprising Africa, tout à fait, Bestie, tu es une connaisseuse. Mais ici, la chanson que je veux vous proposer, elle s'appelle Exodus. Exodus, ça sort de la Bible. Il a pris ça, c'est l'Exode dans la Bible. Si vous lisez le livre de l'Exode, c'est ça qu'il a mis en musique. Il parle du peuple de Dieu qui subit des tribulations et qui a un exode pour atteindre la lumière. Je vais vous mettre la chanson et puis on va écouter ensemble. Hein. C'est mieux. Ça, c'est Bob Marley. Ça s'appelle Exodus, c'est Exode. C'est l'exode dans la Bible. C'est tout à fait ça, c'est pas autre chose. Parce que c'est non seulement une musique de combat, le reggae, mais c'est une musique spirituelle. C'est une musique, voilà. Merci. Alors, il dit l'exode. C'est le mouvement du peuple de Dieu. Il dit mouvement du peuple de Jah. Jah, c'est Dieu pour eux. Mais c'est le mouvement du peuple de Dieu. Il dit, laissez-moi vous dire ceci. Les hommes et les peuples peuvent vous combattre.
quand vous verrez la lumière de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, laisse-moi te dire que si tu n'as pas tort, alors tout ira bien. Si tu crois vraiment en ton Dieu, tout ira bien. Donc nous devons marcher. Nous devons aller à travers les routes pour atteindre la création. Ce sont les routes de la création que Dieu a créées. Piétinons à travers les grandes tribulations. Traversons les tribulations, mais allons tout droit vers notre Dieu. C'est ce qu'il chante dans Exodus. C'est l'Exode. Il dit c'est le mouvement du peuple de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Il dit, il nous faut un nouveau Moïse. Nous cherchons un nouveau Moïse. Où est-ce que nous allons trouver un nouveau Moïse qui va nous conduire, qui va nous permettre de traverser la mer Rouge? C'est ce que Bob Marley chante dans cette chanson, Exodus. Voilà. Yeah, yeah. Ouvre les yeux et regarde, rentre en toi-même. Es-tu satisfait de la vie que tu mènes? C'est ça qu'il demande, hein? C'est la chanson, hein? Nous savons parfaitement où nous allons et nous savons parfaitement d'où nous venons. Voilà. Nous quittons Babylone. Nous sommes en train de quitter Babylone. Et nous allons vers la terre promise, la terre que notre Père nous a promis. Il chante Exode. Nous cherchons l'Exode. C'est ce que Bob Marley chantait dans cette merveilleuse chanson. Donc, le reggae, c'est ça. Je ne vais pas tout mettre. Le reggae, c'est ça. C'est une musique de combat, mais c'est aussi une musique spirituelle. C'est une musique qui fait du bien. Donc, tu ne peux pas être un chanteur de reggae et puis chanter, oui, et puis il fait beau, ou bien oui, la lune s'est levée. Non, tu es engagé. Ou alors tu n'es pas un chanteur de reggae. Tu es engagé. Voilà, c'est ça. Donc, on va continuer. Donc, on va arriver en France, par exemple. Le troisième artiste dont je vais vous parler s'appelle Coluche. Coluche, c'est lui qui a dit, il a une belle citation, il dit, la différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les oiseaux même, ils s'arrêtent de voler. Alors que les hommes politiques, ils volent tout le temps. Voilà Coluche. Coluche, de son vrai nom, Michel Colucci, était un humoriste et comédien français qui était né le 28 octobre 1944 à Paris, fils d'un immigré italien et d'une française. Il grandit à Montrouge, à Paris, et il revendiquait sa grossièreté, mais sans jamais tomber dans la vulgarité selon lui. Coluche donne très tôt un style nouveau et sarcastique par sa liberté d'expression au musical, en brocardant, en se moquant un peu des tabous, des valeurs morales, des politiciens, de la société contemporaine. Et il joue aussi dans des films au cinéma, comme par exemple dans le film L'aile ou la cuisse. Et en 1977, il réalise un film qui s'appelle « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Il le co-réalise avec un autre réalisateur qui s'appelle Marc Bonnet. Et il obtient le César du meilleur acteur pour son rôle dramatique dans le film « Ciao Pantin » de Claude Berry en 1984. Tour à tour provocateur ou agitateur par ses prises de position sociale. Le 30 octobre 1980, il organise une conférence de presse et puis il annonce lors de cette conférence de presse son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 1981. Waouh! Waouh! Toute la classe politique est secouée, y compris feu François Mitterrand. Toute la classe politique est secouée. Très chic, bonsoir. Strasvania, ça va, merci. Toute la classe politique est secouée. Et son slogan, il a un slogan par exemple qui dit « Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. » Mais si tu dis ça devant des politiciens, mais tu les as tués parce qu'eux, ils mentent tous. Tous les politiciens mentent, sans exception. Et toi, tu viens... Oui, j'ai soulevé mes cols. Ouais, tout à fait. Merci, ma soeur. Et donc, il dit ça. Mais il reçoit, François Mitterrand prend ça, pour lui c'est une menace potentielle, il prend ça très au sérieux. Et les autres candidats, mais surtout François Mitterrand. Hein. Et donc, Coluche, il est menacé. Il est menacé. Et son régisseur est assassiné. Et il subit des pressions. Donc, le 16 mars 1981, il retire sa candidature.
comme humoriste, la célèbre salopette bleue et blanche qu'il portait depuis le début de sa carrière d'humoriste provenait du mouvement Emmaüs de l'abbé Pierre. Issu d'un milieu défavorisé, il disait « Je ne suis pas un nouveau riche, je suis un ancien pauvre ». Il a pris conscience de son rôle envers les plus démunis. C'est pour ça qu'en 1985, il fonde les Restos du Cœur. C'est lui qui a créé les Restos du Cœur. Et le premier chèque, il est allé le remettre à l'abbé Pierre pour aider sa fondation. Et depuis plus de 30 ans, les Restos du Cœur continuent et fournissent des repas aux plus pauvres. Coluche, il est également à l'origine d'une loi. Abdoulaye Mahamadou, bonsoir. Il est également à l'origine d'une loi qu'on appelle la loi Coluche, qui a été votée en 1988. Cette loi permet à un particulier ou à une entreprise qui souhaite faire un don à certains organismes d'aide aux personnes en difficulté de déduire dans une certaine limite 75% de la somme qu'ils donnent de leurs impôts. Vous voyez, c'est grâce à Coluche. Le 19 juin 1986, malheureusement, Coluche meurt dans un accident de moto à Opio dans les Alpes-Maritimes, mais son œuvre perdure et pendant plus de 30 ans, c'est Jean-Jacques Goldman qui dirigeait les Restos du Cœur, le spectacle qu'ils font chaque année et tout, c'est lui qui, voilà. Donc, c'est Coluche qui a créé les Restos du Cœur. Voilà encore comment un artiste, je vous donne, ça fait le 3e artiste, pour vous dire l'engagement des artistes. Il est politique, il est social, il est sociétal, il est humanitaire. Mais un artiste engagé, on ne peut pas le mettre sous le boisseau. Non, on ne peut pas le mettre. Il faut... Non, non. Alors, moi, je vais vous proposer maintenant une chanson aussi d'un artiste, je pense, ivoirien que vous connaissez et dont vous allez vous souvenir. C'était donc Louga François. Nicole Tekalo, merci, t'as vu, hein? Tu m'as gâté. Abdoulaye Mahamadou, merci. Strauss Van, ma soeur. C'est ça, tu parles doucement au Qatar. Comment on danse ça? Paul Dadier, bonsoir. Chaka Djadre. Aboubak. Olivier Niawa, c'est pour toi. C'est pour les Dida. Caroline. Il chante sa fille Caroline, qui était une de mes amies. Il dit quand je ne te vois pas, je ne peux pas dormir. Quand je ne te vois pas, je ne peux pas manger. Je passe ici, je tourne ici, je te cherche. C'est son enfant, il cherche comme ça. Hein? Marie-Justine Bagnon, ouais. Afro Assoumou, Nicole Tegalo, mais vous dansez bien, hein? Christiane Maé. Afro Assoumou, non, mais non. Jacqueline Breka, c'est pas grave, tu verras le replay, regarde ça déjà. Angelo Deline, Serge Litier, bonsoir. Adolphe Akowanou. Yeah! Bénédiction Léry, Christiane Maé. Oh, j'ai des grandes danseuses ici, de grands danseurs ici. Merci Bénédiction Léry. Partagez la vidéo, le direct, s'il vous plaît, et mettez des cœurs. Cheers. Elle est grand danseur. Il s'appelle Jean-François Louga. Strauss Van. Francine Kwame. C'est
c'est la place de la culture. Est-ce que je ne vais pas appeler ça la place de la culture au lieu de vendredi de la culture? Proposez-moi des noms si vous voulez qu'on change. Moi, je suis à votre disposition. C'est notre communauté. Le gros Manuela. Comment vas-tu? Caroline. Caroline. Ah, Azokris, c'est toi. C'est toi qui as caché tout ce... Abdoulaye Mahamadou. Azokris, comment ça va? Ah, d'accord. Les gens, ils ont des... D'accord. Ok, donc... C'était donc, on a fini avec Coluche, on a écouté Élie Jean, bonsoir. Voilà. Et nous arrivons à la dernière artiste qui est une femme, une grande dame, on l'appelait Mama Africa, c'est Miriam Makeba. Miriam Makeba, elle est née le 4 mars 1932 dans le township près de Johannesburg, d'un père instituteur de l'ethnie Xhosa, j'arrive pas à prononcer parce qu'ils ont une façon de prononcer, voilà, Xhosa, et d'une mère qui était domestique, voilà, issue de la population Swazi. Alors, Miriam Makeba, on l'a prénommée Zenzi. Zenzi, c'est le diminutif de Uzenzile, qui signifie tu ne dois t'en prendre qu'à toi-même. C'était ça son nom. Uzenzile, c'est-à-dire tu ne dois t'en prendre qu'à toi-même. C'était son nom, Miriam Makeba. Eh ben, elle est bébé quand sa mère est emprisonnée parce qu'elle a volé quelques petites bricoles pour nourrir sa famille. En 1948, les nationalistes afrikaners gagnent les élections et c'est le début de l'apartheid en Afrique du Sud. Makeba, elle a juste 17 ans, même pas 17 ans, quand elle épouse James Kube en 1950. Et à 17 ans, elle accouche de sa fille Bongi et en même temps, elle est diagnostiquée d'un cancer du sein, Miriam Makeba, à 17 ans. Mais c'est sa mère qui la soigne, qui la traite avec des médicaments voilà, naturels, la médecine naturelle, quoi, traditionnelle. À 20 ans, Miriam Makeba commence à chanter avec les Cuban Brothers et elle devient une vedette. Et elle se sert de son métier pour dénoncer le régime de l'apartheid et les conditions de vie misérables du prolétariat noir. Donc elle commence tôt à se battre, à être engagée, à se battre. Et merci beaucoup Afo Asumo, oui, j'aime bien donner la joie. En 1956, elle écrit son plus grand succès. C'est elle-même qui l'écrit, c'est la chanson Pata Pata, avec laquelle, avec cette chanson, elle fait le tour du monde. En 1959, elle est contrainte à l'exil par le gouvernement afrikaner de l'Afrique du Sud en raison de son apparition dans un film anti-apartheid qui s'appelait Come Back Africa et qui avait été réalisé par un Américain du nom de Lionel Rogozin. Et ces disques, en même temps, ces disques sont retirés de la vente en Afrique du Sud. Donc, quand sa mère meurt en 1960, elle ne peut même pas assister à ses obsèques puisqu'elle est en exil et elle n'a pas le droit de revenir dans son pays. Comme moi, en 2015, quand ma mère est morte, je n'ai pas pu aller l'enterrer. Je ferme la parenthèse. Alors, pendant son exil qui dure plus de 30 ans, elle parcourt le monde et elle devient une des voix anti-apartheid et pour la fierté du continent africain. Miriam Makeba, en 1965, elle épouse son ami de longue date, le musicien Hugh Masekela, et elle divorce l'année d'après avec lui. Ça n'a pas marché. Donc, comme quoi, l'amitié, ça ne se transforme pas toujours en amour. Bon, bref. Elle ne cesse de prononcer des discours anti-apartheid partout où elle va et d'appeler au boycott de l'Afrique du Sud devant les Nations Unies. Elle reçoit de nombreux soutiens, dont ceux de Kwame Nkrumah du Ghana, de Ahmed Sékou Touré de la Guinée, de Amilcar Cabral son île là s'appelle comment? J'ai fait un film sur sa femme. Ça va me revenir. Ou encore de Eduardo Mondlane. Elle a des soutiens partout. Comme j'ai dit, elle est surnommée Mama Africa. Elle chante en Zoulou, en Xhosa,
en Tswana, en Swahili et aussi en arabe. Elle chante la tolérance et la paix. Elle vit aux États-Unis où elle s'engage, là encore, avec le mouvement des droits civiques contre la ségrégation raciale. Donc, autant de Martin Luther King, des Black Panthers, tout ça. D'ailleurs, le président tanzanien Julius Nyerere lui remet un passeport et pour la première fois, elle se sent plus africaine que sud-africaine. Elle dit, moi, je suis vraiment africaine. Par exemple, le film, le pagne Addis Abeba, qu'on aime bien, c'est quand on a créé l'OUA, c'est Myriam Makeba qui allait chanter. C'est à cette occasion que ce pagne Addis Abeba a été créé. C'est pour ça qu'on l'appelle Addis Abeba, ce pagne-là. Voilà, c'était une parenthèse. Elle est également naturalisée guinéenne, elle a la nationalité guinéenne dans les années 60 et algérienne dans les années en 1972. En 66, elle reçoit un Grammy Award pour son disque An Evening with Harry Belafonte and Myriam Makeba et devient la première sud-africaine à obtenir cette récompense, mais elle devient carrément la première africaine à obtenir et le premier africain homme comme femme, en tout cas quelqu'un qui vient de l'Afrique et qui reçoit ce prix-là. Elle chante Patrice Lumumba, elle chante Ahmed Sékou Touré, elle chante Malcolm X, elle chante Samora Machel. Samora Machel, pour vous situer, c'est sa veuve que Mandela avait épousée quand lui et Winnie Mandela se sont quittés. Voilà. Donc, en 1969, elle épouse le militant des droits civils afro-américains, Stokely Carmichael, qui est le chef des Black Panthers. Vous voyez son niveau d'engagement. Elle épouse le chef des Black Panthers. Mais ça ne plaît pas au gouvernement blanc américain. Donc, ça lui cause des ennuis. Elle quitte donc les États-Unis et elle s'installe en Guinée en 1969. Elle se sépare de Carmichael en 1978 et en 1980, elle se sépare parce que lui, il ne veut pas venir vivre en Guinée et elle dit que c'est sa terre, donc elle vit en Guinée. Mais en 1980, dans ce pays de la Guinée où la polygamie est légale, elle devient la deuxième épouse de Badjo Ba, un Guinéen qui est très très influent. Après la mort du président guinéen Ahmed Sékou Touré, le coup d'État de Lansana Conté en 1984 et la mort de sa fille Bangui en 1985, ça fait beaucoup de coups durs pour elle. Alors Myriam Makeba, elle va quitter la Guinée et elle va s'installer à Bruxelles, dans la chic banlieue bruxelloise, à Woluwe-Saint-Lambert. Ceux qui connaissent Bruxelles savent, Woluwe-Saint-Lambert, c'est pas n'importe qui vit là-bas, dans la banlieue bruxelloise. En 1987, elle a une collaboration avec Paul Simon. L'album s'appelle Graceland et elle publie en même temps son autobiographie qui s'appelle Makeba My Story, Makeba Mon Histoire. En 1985, elle est décorée par la France au titre de commandeur des arts et des lettres et elle devient citoyenne d'honneur française et un passeport lui sera délivré en 1990. Quand Nelson Mandela sort de prison, il lui demande de rentrer en Afrique du Sud. Elle rentre. En 1992, elle joue dans le film Sarafina qui raconte les émeutes qui s'étaient passées à Soweto en 1976. En 1999, Myriam Makeba est nommée ambassadrice de bonne volonté de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Et en 2002, elle obtient le prix Polar Music. Et en 2005, elle met fin à sa carrière tout en continuant à défendre les causes auxquelles elle croit, c'est-à-dire les combats dans lesquels elle croit. Myriam Makeba est décédée le 9 novembre 2008 à 76 ans à Castelvolturno en Italie. Ça, c'est vraiment, j'ai tenu à vous parler de 4 artistes. 4 artistes qui sont des artistes qui ont marqué leur temps pour vous dire comment un artiste, comment il peut influencer, il peut impacter. On va écouter Myriam Makeba dans Pata Pata, mais pour vous dire comment un artiste peut influencer, peut impacter la société par son engagement, par
par le fait qu'il dénonce l'artiste. C'est comme quand vous prenez votre ordinateur, la souris de votre ordinateur, c'est le curseur. Il met le curseur, l'artiste il est le curseur qui se met sur l'état de la société. C'est ça un artiste. Un artiste, c'est pas juste, c'est pas un amuseur public, c'est pas un clown, c'est un artiste engagé, Myriam Makeba, elle a un parcours, toute sa vie est admirable. Non seulement elle avait une voix incroyable, non seulement elle était belle incroyablement, mais en plus, c'est une femme qui a marqué son temps par ses combats, parce qu'elle a su dire non, parce qu'elle a refusé la servitude, l'asservissement. Elle a refusé cela. Pourtant, c'était une femme. Dans un continent africain où la femme très souvent doit se taire, Myriam Makeba a refusé de se taire. Tous ces artistes dont je vous ai parlé, ils ont refusé de se taire. Ils ont dit non quand il fallait dire non. C'est ça un artiste. Et c'est ce genre d'artistes-là qui fait évoluer la société, qui sont les meilleurs côtés de nous-mêmes, de la société. Voilà. Je voulais qu'on écoute un peu Myriam Makeba dans la version Pata Pata, ancienne version. Here is the magnificent African artist. On la présente à la télévision américaine. Voilà. Tan, tan, tan. Didi Ferdinand, bonsoir. Yeah. Elle chante et cette chanson a été reprise par plein de gens. Ça a été repris par Sylvie Vartan, ça a été repris par la chanteuse sénégalaise là. Ça a été repris par plein de gens. Princesse Nakilili, comment ça va, Nabei? Et ça, c'est Myriam Makeba. Son combat, c'est une femme. Moi, quand je parle de Myriam Makeba, j'ai la chair de poule. Quand je parle oui, c'est vrai. Et quand je parle de Bob Marley, j'ai la chair de poule. Quand je parle de Coluche, voilà, quand je parle de Émile Zola, ce sont des artistes qui ont refusé. Un artiste, il doit dire non. Il doit dire non à l'injustice. Un artiste qui ne dit pas non à l'injustice. Un artiste qui est d'accord avec tout. Un artiste qui est d'accord avec tous les pouvoirs. Un artiste, quel que soit le pouvoir qui est là, lui, il est d'accord, il est content. Moi, je n'appelle pas ça un artiste. Un artiste, il est la voix des sans-voix. Il est la voix des sans-voix. Il est la voix des opprimés. Il est la force des faibles. Donc si lui ou elle ne s'exprime pas, ne dit pas, qui va dire? Le monde est mort, le peuple est mort. Myriam Makeba et tous les autres artistes dont je vous ai parlé, ils ont refusé d'être complices. Comme disait Émile Zola, je refuse d'être complice de ça, de la forfaiture, de l'erreur judiciaire, de l'injustice. Je refuse et je vais dire la vérité parce que moi je dois dire la vérité. Émile Zola a dit ça dans les années 1840 là-bas. Voilà. Donc, ouais, Kumba Gawlo, tout à fait. Est-ce qu'il y a Mohamed? C'est Kumba Gawlo qui a repris, oui, Nicole Tegalo. Kumba Gawlo a repris Pata Pata mais vous êtes au point, vous suivez. Donc voilà, c'est de ça que je voulais vous parler. Non, et puis elle était belle. Elle était belle, elle était d'une beauté. Voilà, elle était belle, elle était d'une beauté incroyable. Donc un artiste, c'est ça. Un artiste, c'est pas quelqu'un qui se tait. Un artiste, c'est pas quelqu'un qu'on fait taire. Un artiste, c'est pas quelqu'un qui... Voilà, la culture, ce n'est pas seulement du divertissement. La culture doit et peut également dénoncer une injustice. La culture peut et doit aider à régler des conflits dans une société en période de crise, par exemple. Et donc, même si les critiques formulées par un artiste sont parfois dures, comme on a vu la semaine dernière, Yodé et Siro qui ont été convoqués parce qu'ils ont interpellé le procureur de la République, voilà, un peu, de façon un peu... Bonsoir Sabine Beauté, je t'appelle après parce qu'il faut qu'on prenne rendez-vous, s'il te plaît. Donc, même si les critiques d'un artiste peuvent être perçues comme étant parfois dures, il faut savoir les entendre parce qu'elles traduisent toujours quelque chose que le peuple dit. Elles traduisent toujours
quelque chose que le peuple dit. Il faut entendre les critiques d'un artiste. Il faut entendre, quand on gouverne des êtres humains, il faut entendre cela et savoir en tirer le meilleur. En tirer le meilleur. Donc, voilà, Michel Zaïbo, ça. Donc, on n'arrête pas les artistes. On ne met pas l'art sous le boisseau. On ne l'éteint pas. Non, l'art, c'est la lumière. L'art, c'est divin. C'est Dieu qui donne le talent. C'est Dieu qui parle à travers les artistes. Ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on ne peut pas te dire, Dieu utilise toujours quelqu'un. Il se trouve que les artistes, parce qu'ils sont des porte-voix, parce qu'ils sont écoutés, parce qu'ils sont regardés, parce qu'ils sont suivis, eux, ils perçoivent les battements de cœur de la société. Et donc, ce qu'ils traduisent, il ne faut pas prendre ça comme quelque chose qui vient d'eux. Il faut prendre ça comme... Un artiste, c'est une éponge, en fait. Voilà, c'est l'image qui est là. Un artiste, c'est une éponge qui absorbe ce que toute la société génère, dit, pense, murmure. Et donc, l'artiste vient et puis rend ça. Il retransmet ça. Ça peut être dans la chanson, ça peut être à travers un film, ça peut être à travers un livre, ça peut être un tableau, ça peut être une chorégraphie, mais l'artiste il va sortir ça. Et donc, quand on est gouvernant, quand on est dirigeant, quand on aspire à diriger un peuple, quand on est un leader, on ne voit pas celui qui porte le message. Ce n'est pas le porteur du message qui est important, c'est le message qui est important. Ce n'est pas celui qui dit qui est important, c'est ce qu'il dit qui est important. Lui, il n'est pas important. Donc, on écoute, on entend. Ah, ces artistes-là, mais pourquoi ils ont dit ça? Mais pourquoi il y a ça? Mais pourquoi ils disent ça? D'accord. Ah, donc ça vient de quelque part. Ah, bon, d'accord. Donc, ok, je vais en tenir compte. C'est ça. C'est ça. C'est ce que moi, je voulais vous dire ce soir. C'est vraiment exactement ce que je voulais vous dire ce soir. Et j'ai envie de finir avec, de revenir avec Bob Marley. Voilà, parce que c'est un artiste, c'est un penseur, voilà. Bob Marley, il n'a jamais chanté une chanson anodine. Il n'a jamais dit oui. Même quand il chante une chanson d'amour, il y a un message. Il y a un message. Donc, on va écouter cette chanson qui dit « Who the cap fit ». Qui porte le chapeau? Oh, 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 oh. Bon, je vais vous saluer et puis je vais chercher la chanson. Hein. Et puis, je voulais ce soir, avant de continuer, avant de boucler, je voulais saluer quelqu'un et des gens qui sont du côté de Korogo. Les gens de Korogo, je voulais vous saluer, ok? Je vais vous saluer en sénoufo. Yetchango Gina Koroge. Yetchango Gina Koroge, ça veut dire bonsoir les Korogolais. Style Silué Gré. Je vous salue. Les gens de Korogo, les Korogolais. Yetchango Gina Koroge. Je vous salue, les gens de Korogo. Et puis nous allons écouter, je vais vous mettre donc un peu de voilà. Je vais vous mettre ça. Voilà, tout à fait. Moi, je veux qu'on écoute juste un bout de ça. Hein. Ça, c'est une chanson aussi. Je vous dis que les gens, Marley, ils ne chantent pas quelque chose au hasard. Ils ne chantent rien au hasard. Tout ce qu'ils chantent là, il y a quelque chose. Il dit l'homme envers l'homme est si injuste. L'homme est si injuste envers l'homme. Et tu ne sais pas en qui faire confiance. En qui avoir confiance. Sur qui compter. Ton pire ennemi peut devenir ton meilleur ami. Oui, mais aussi ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi aussi. C'est ce qu'il chante. Oui. Et que certains mangent avec toi, ils boivent avec toi, mais ils te plantent le couteau dans le dos. Ils mangent avec toi. Et dès que tu as le dos tourné, ils disent du mal de toi. Ils te plantent le couteau dans le dos. C'est ça qu'il dit. Seulement, alors que ce sont tes amis qui doivent connaître tes secrets, mais tes amis peuvent être tes ennemis. Donc, il n'y a que qui peuvent aller raconter n'importe quoi sur toi. Oh yeah! Oh! Et ceux qui portent le chapeau, il faut laisser, ils vont porter le chapeau. Ouais. Let them wait. Yeah.
les appeler. Tu n'as même pas besoin de faire quelque chose. Toi, tu avances, tu plantes tes graines. Voilà. Et ils font coq, 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 clic, 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 comme des poulets parce qu'ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup. C'est ce que Bob Marley chante. Je vous dis, il faut aller dans les œuvres des artistes. Et puis, vous allez savoir que, oui, l'homme est mauvais, l'homme est méchant pour l'homme. L'homme est méchant pour l'homme. Donc, c'est pour ça. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. On a fait 1 heure et moi, je fais 1 heure. Je ne fais pas plus. Je vous ai parlé de Émile Zola, je vous ai parlé de Bob Marley, de Coluche, de Myriam Makeba, de leur rôle en tant qu'artistes dans la société, comment ils ont fait évoluer leurs différentes sociétés et quel est le rôle d'un artiste et pourquoi, quand on est un gouvernant, un dirigeant, un leader, on doit entendre ce que disent les artistes pour pouvoir bâtir de meilleures sociétés. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Et on va finir avec Nestor David et puis on va se quitter tranquillement. Et puis vous allez passer un excellent week-end. Et moi aussi, je vais passer un week-end tranquille. Et on va se retrouver vendredi prochain par la grâce de Dieu. Voilà, c'est ça. En tout cas, je vais vous saluer. Christiane Maé, bonne soirée. Merci beaucoup. J'en profite pour vous dire au revoir, pour vous saluer. Style Grace Iloué, bonsoir. Yeah. Marie-Pierre Vassou, comment vas-tu, ma petite sœur? Marie-Justine Bagnon, Jocelyne, Christiane Maé. Style Grace Iloué. Mais j'ai salué un Korogo, hein, en Sénoufo, hein, en bon. Bonsoir, Steve Grace. J'ai besoin de toi. Afo Soumou, bonsoir, bon week-end à tous, que Dieu vous garde. Et puis on va se retrouver. Abdoulaye Mahamadou, c'est vendredi, tous les vendredis à 20h GMT. Francine Kwame, merci. Doudi, merci. Moi aussi, je vous aime. Agenor Baudelaire Foucault, bonsoir. J'ai si besoin de toi. Bénédiction Léry. Marie-Justine Bagnon. Marie-Justine Bagnon, lundi, je parle du truc. Hein. Amandine Kessé. Doudi. Merci beaucoup à tous. Nicole Tegalo, merci encore pour tout. Dieu te bénisse. Strauss-Van, ma soeur, Nian, bonsoir. Michael Madou, Nian, bonsoir. Besti, bonsoir. Merci Abdoulaye. Francine Kwame. Tali, merci. Dans ma vie, que ton règne vienne. Angelo de Lille, bonsoir. Jade Ozigui, hein? Bala Kone, oui. Amen. Bienno. Abdoulaye Mamadou, merci. Jacqueline Breka, yeah. Bonsoir. Style Grace Iloué, yeah. Moi aussi, je vous lance, Francine Kwame. Je vous applaudis. Vous êtes les meilleurs. Abou Fatah. Yeah. On est en train de monter une communauté là, on grandit. Je vous dis merci et puis abonnez-vous à ma page officielle Annie Tchelé. Laissez-moi. Tali. Abdou Fatiga. Merci Maïmouna Rosalie. Niki Lou. Alain Hugo. Yeah.
Adolphe Akowanou. Chris Azo Chris. Le billet n'est pas payé pour moi. Merci pour me faire, laissez-moi là. À rien de moi, je suis à tout payer pour moi. Pour me faire, laissez-moi là. Laissez-moi, laissez-moi. Yeah! Esprit de blocage, Rien de moi. Hey, yeah. France Van, ma soeur. Oui. à rien de moi. Parle-moi de moi. Ah, on dirait que vendredi prochain, là, c'est quel jour? Parle-moi de moi. Rien quoi. Ça va, je vais bien, Abdou Fattah. Est-ce qu'il y a Mohamed? Yeah. Rien de moi. Je dis, le 25, on dirait ça tombe vendredi, hein, puis le premier aussi. Ah, ça va chauffer. Ouh. Ouais, Doudi, j'ai compris. Ok. Merci. Bonne soirée. C'était les vendredis de la culture. C'était notre instant culture, notre communauté avec les amis de la culture. Mes good people, vous êtes absolument sublimes, super, merveilleux, formidables. Je vous aime, je vous love, Dieu vous garde. Et on se retrouve vendredi prochain à 20h GMT pour un autre numéro des vendredis de la culture. Bonne soirée.